Sirènes, fumée, des cris. Le Parlement du Népal est en flammes. Des jeunes gens courent dans les rues de Katmandou. La police tire du gaz lacrymogène et dans la confusion, des gens crient « We won !» Liberté! C'est une scène à en donner des frissons. Un pays tout entier prenant feu, littéralement. Et tout ça a commencé à cause d'un simple clic. Une décision du gouvernement qui semblait anodine, mais qui en moins de 38 heures est devenue l'étincelle d'une révolution qui a renversé le président, le Premier ministre et a plongé le Népal dans le chaos. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pas à pas comment cette histoire a explosé, et vous comprendrez pourquoi le monde entier a les yeux rivés sur le Népal. 1. Le déclencheur. Le Népal. Pour ceux qui ont séché les cours de géo, c'est ce petit pays coincé entre l'Inde et la Chine. Un peu comme le voisin maigrichon assis à table, pris entre le marteau et l'enclume. Maintenant que vous savez où ça se trouve, je vais vous raconter comment les ennuis ont commencé. Tout part d'un clic. Le 4 septembre, le gouvernement du Népal décide de bloquer presque tous les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, X, WhatsApp, Reddit. Leur excuse? Combattre les fake news et obliger tout le monde à s'enregistrer avec une pièce d'identité. En pratique, c'était comme débrancher la prise de la place publique. Et devinez qui a senti le choc en premier? La génération Z, les étudiants, sac au dos et livres à la main, sont sortis des salles de classe pour descendre dans la rue. L'interdiction d'Internet est devenue leur carburant. Même, hashtag, drapeau d'animé, même One Piece a rejoint la manif. Tout est devenu un symbole. Mais le gouvernement n'a pas vu un détail. Quand on tente de faire taire Internet, on active le mégaphone de la rue. Un tweet devient un cri, une discussion, une marche. Et la raison n'était pas seulement « je veux poster des mèmes ». Le baril de poudre était déjà plein. Un chômage dépassant les 20%, une corruption endémique et les fameux Nepo Babies qui exhibent jets privés et voitures importées alors que la plupart peinent à payer le riz. Le blocage n'est que la goutte d'eau, et ce n'est pas nouveau. Le Népal a été une monarchie absolue pendant plus de 200 ans. Il n'est devenu république démocratique et laïque qu'en 2008. Joli en théorie, mais la politique est devenue un ring de MMA. Communistes, sociodémocrates, socialistes, monarchistes, tout le monde se bat pour le pouvoir. Résultat, une instabilité éternelle. Alors, quand le gouvernement a bloqué les réseaux, ce n'était pas juste impopulaire, c'était la goutte d'eau dans un système déjà pourri. Soudain, Katmandou ressemblait à un flux en direct, des affiches réclamant la liberté, des téléphones portables qui diffusent, l'humour et l'indignation côte à côte. Et c'est là que j'ai eu un déjà-vu. J'ai déjà entendu des suggestions similaires au Brésil. Si cela arrivait ici, la réaction serait-elle la même, ou l'accepterions-nous sans rien dire? Car un politique riche quand le peuple sue dans un bus bondé, ça vous rappelle quelqu'un? Ou c'est juste moi qui vois le replay? Deux, la rue explose. Au début, ça ressemblait juste à une autre manifestation étudiante. De jeunes étudiants en uniforme sortant de cours, brandissant des affiches contre la censure et la corruption. Mais il a suffi que la police arrive pour que l'ambiance de défilé se transforme en scène de guerre. D'abord les cris, puis les bousculades. En quelques minutes, Katmandou s'est transformé en un champ de bataille improvisé. Des bâtiments publics en feu, des grilles arrachées, d'épais nuages de gaz lacrymogène envahissant les rues. Ceux qui ont déjà respiré ça décrivent une sensation de piment et de moutarde qui brûle directement dans la gorge. Et au milieu du chaos, il y avait aussi de la solidarité. Des inconnus aidant des inconnus, des gens se rinçant les yeux avec des bouteilles d'eau, des téléphones portables diffusant tout en direct comme une émission de télé-réalité. C'était le chaos, mais aussi l'humanité. Imaginez ça au Brésil. Le Brésilien supporte à peine l'odeur d'oignon dans le métro, alors imaginez le gaz lacrymogène. Il y aurait des gens qui feraient des danses TikTok avec le hashtag défi larmoyant. Sauf qu'à un moment, une ligne a été franchie. Jusque-là, c'était des pierres, du feu et du gaz. Mais quand les tirs ont commencé à résonner dans Katmandou, il n'y avait plus de retour en arrière possible. 20 jeunes morts, des centaines de blessés. Une scène est devenue un symbole. Une chaussure ensanglantée, laissée sur l'asphalte, circulant avec le hashtag Bloody Shoe Népal. Cela a clairement montré que ce n'était plus seulement une manifestation,
mais un deuil collectif. Et le plus lourd, la plupart de ces jeunes étaient, des heures auparavant, en classe. Ils devenaient des martyrs d'une révolution transmise en direct. Alors, je demande, si la police tirait sur des étudiants ici, quelle serait la réaction? Allait-on vraiment s'unir ou juste poster notre indignation depuis le canapé avec un filtre Instagram? Troisièmement, le gouvernement s'effondre. Après le sang dans les rues, l'effet domino a suivi. Le premier à tomber fut le ministre de l'Intérieur qui, cherchant à se poser en héros, assuma la faute et démissionna. Mais au lieu de calmer les esprits, cela a été perçu comme un feu vert pour que la foule resserre encore plus l'étau. Peu de temps après, le Premier ministre a également remis sa démission. Et il n'a pas été le seul. Même le président a jeté l'éponge, ainsi qu'une demi-douzaine de ministres qui ont disparu en courant se cacher dans des casernes et des bases militaires. Le chaos était si grand que l'armée a fermé l'aéroport international, annulé tous les vols et pratiquement déclaré un état de siège informel. Le résultat? En moins de 48 heures, le Népal n'avait plus de gouvernement. C'était comme si quelqu'un avait renversé l'échiquier, les pièces volant partout, et personne ne sachant qui, vraiment, dirigeait le pays. Et je ne peux m'empêcher de faire la comparaison. Au Brésil, un politicien s'accroche à son poste comme à une bouée de sauvetage. Alors qu'au Népal, le président, le premier ministre et les ministres chutaient en 38 heures, ici, en 38 heures, ils ne font qu'approuver leur augmentation de salaire. Le gouvernement s'étant effondré, le peuple a pris ce qui restait, les symboles. Les portes du Parlement ont été enfoncées, le bâtiment est devenu une boule de feu et des drapeaux du Népal flottaient sur les camions de pompiers comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Le contraste était surréaliste. D'un côté, la fumée noire, les vitres brisées, les bâtiments en flammes. De l'autre, des jeunes qui rient, partagent des bouteilles d'eau, aident des inconnus à se relever. Au milieu de la destruction, il y avait encore de l'humanité. Ce n'était plus un simple proteste, mais un rite de victoire. La police a reculé, l'armée a disparu, et les jeunes criaient « On a gagné !» en se frappant la poitrine, pleurant et dansant au milieu des cendres. Je me suis dit, au Brésil, quand on envahit un bâtiment public pour maquiller une statue au rouge à lèvres, ça devient un mème WhatsApp et ça perd son élan en quelques jours. Au Népal, non. Le feu n'était pas juste physique, c'était un avertissement. Le pays ne sera plus jamais le même. « 4. Qui dirige maintenant? Et c'est là qu'est venue la question à laquelle personne ne savait répondre. Qui dirige maintenant? Le Premier ministre est tombé, le président a démissionné, les ministres ont disparu comme des figurants dans un mauvais film et le Népal est entré dans un vide de pouvoir. Sur le papier, le système est parlementaire. Il faudrait réorganiser les coalitions et choisir un nouveau chef. Mais en pratique, le Parlement était en train de brûler, littéralement. Il n'y avait pas de session plénière, pas de scrutin et aucune autorité en place. L'armée a même tenté de contenir la situation, a fermé l'aéroport, bloqué les routes, mais elle ne possédait aucune légitimité pour exercer le pouvoir. Le pays ressemblait à une voiture sans conducteur dévalant une pente et tout le monde priait pour ne pas heurter un mur. Et c'est là que réside le danger. Quand il n'y a pas de gouvernement, n'importe quel groupe peut tenter de prendre le pouvoir. C'est l'instant où le peuple peut envisager la liberté, mais aussi l'opportunité idéale pour que les opportunistes fassent leur apparition. Alors même que la fumée continuait de s'élever du Parlement, une autre guerre débutait, celle des narrations. Le gouvernement jurait avoir bloqué les réseaux pour protéger le peuple des fake news. Mais les jeunes répondaient « Non, vous vouliez nous faire taire ». Et bien sûr, quand c'est le chaos, c'est toujours le même scénario. Les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, chacun feignant de vouloir aider alors qu'en réalité, ils cherchent seulement à rallier le Népal à leur cause. Le pays, pris entre les deux géants, ressemblait à cet ami pauvre que personne n'invite à la fête, mais que tout le monde veut utiliser en cas de besoin. L'ironie, c'est que le déclencheur n'a été qu'un clic, mais l'étincelle n'a pris que parce que le bois était empilé depuis des années. Corruption, népotisme, chômage, inégalité. Les réseaux sociaux sont devenus le bouc émissaire, mais la vérité, c'est que le feu était prêt à prendre depuis bien longtemps. 5. Le prix de la révolte. La victoire est amère quand l'addition arrive.
Le Népal s'est réveillé avec des bâtiments incendiés, des magasins détruits, des vols annulés et le tourisme, principale source de revenus du pays, paralysé. Les hôpitaux surpeuplés rappelaient avec force que chaque brique brisée avait coûté le sang de personnes réelles. Les économistes parlent de milliards de pertes, mais la plus grande perte n'est pas financière, c'est la confiance. Reconstruire un bâtiment, c'est facile, mais la foi dans le gouvernement, c'est difficile. Les rues, qui quelques jours auparavant explosaient d'énergie, étaient maintenant désertes sous le couvre-feu. Le silence post-tempête n'apporte pas la paix, juste l'incertitude. Cela n'a pas commencé subitement. Le blocage des réseaux n'était que l'étincelle. La situation bouillonnait depuis des années. Corruption, népotisme, chômage. Les enfants de l'élite politique paradant en jets privés et en voitures importées, tandis que la jeunesse faisait face au fil du chômage et à des salaires qui paient à peine le strict minimum. Plus de la moitié des jeunes rêvent d'émigrer vers un autre pays. Et quand une génération entière veut fuir sa propre maison, la révolte est juste une question de temps. Quand la police a tiré, elle n'a pas tué que des étudiants. Elle a tué l'espoir de toute une génération. Et quand un système en faillite fait ça, les beaux discours ne servent plus à rien. La colère est hors de contrôle. Ou, pour le dire cruellement, une révolution n'a pas de coupon de réduction. 6. Les symboles qui restent. Chaque révolution laisse des cicatrices et des symboles. Au Népal, ils sont apparus rapidement. Le plus brutal fut une chaussure ensanglantée, abandonnée sur l'asphalte. Une image qui en disait plus que 1000 discours et qui est devenue virale, comme le cri même de la génération tombée. Mais ce n'est pas tout. Le drapeau népalais a été hissé sur un camion de pompiers, comme si le peuple annonçait « C'est notre tour ». Des ministres ont fui en costume déchiré, des bâtiments publics ont brûlé et une chaîne de télévision a été prise d'assaut par la foule. Chaque scène est devenue un symbole de l'effondrement. Ces symboles sont importants car ils condensent la douleur, la colère et l'espoir en des images que personne ne peut ignorer. Ils unissent et racontent une histoire qu'aucun livre ne décrirait ainsi. Quand la poussière est retombée, il ne restait plus qu'une question lancinante. Et maintenant ? Le Parlement était en ruine, le gouvernement dissous, l'armée tentait de jouer les gardiens, mais sans aucune direction. Le Népal était suspendu entre deux futurs possibles. D'un côté, une chance de recommencer, de nouvelles élections, éradiquer la corruption, redonner confiance au peuple. De l'autre côté, le risque de s'enfoncer encore plus, des luttes de pouvoir, la répression et le chaos, car le feu est excellent pour détruire, mais il ne construit jamais rien seul. Et c'est la cruelle leçon laissée à Katmandou. Renverser est rapide, reconstruire est une autre guerre. Au final, il est resté un contraste surréaliste. D'un côté, le Parlement en cendres, de la fumée noire, des bâtiments détruits. De l'autre, des gens riant, partageant de l'eau, aidant des inconnus à nettoyer leurs yeux du gaz. Un étranger sur place a parfaitement résumé « Il n'y a qu'au Népal où l'on peut traverser une révolution, voir le Parlement partir en fumée et retrouver sa moto au même endroit, intacte, avec quelqu'un qui vous offre de l'eau. C'est surréaliste, mais c'est la réalité. Alors je vous pose la question, était-ce une révolution ou juste le chaos? J'attends votre avis dans les commentaires. Et si vous êtes encore là, commentez « Népal en feu » pour que je sache qui a tenu jusqu'au bout. Et ne partez pas tout de suite. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, car c'est une autre de ces histoires incroyables que vous ne trouverez que sur cette chaîne. On se voit là-bas. Merci et à bientôt.